Bonjour, je suis Michael Defailly. J'accompagne des personnes à s'épanouir et à s'accomplir pleinement. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rediffuser une conférence avec mon ami Marc Fleurier, qui est un guide et accompagnateur sur le chemin de l'éveil. Marc va vous parler de son propre chemin, des étapes qu'il a parcourues, des difficultés qu'il a rencontrées, mais aussi des outils qui lui ont permis de s'éveiller et de retrouver sa nature profonde. Si aujourd'hui je partage et rediffuse cette conférence, c'est parce qu'on m'a piraté mon site Une Solution pour tous, pour votre plus grand plaisir, puisqu'aujourd'hui je rediffuse tout son contenu à travers ma chaîne YouTube. C'est parti. Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis Michael Defailly, le fondateur d'Une Solution pour tous. Je vous souhaite d'ores et déjà à tous une belle année, beaucoup d'harmonie, de la santé et puis de réaliser toutes vos intentions. Je sais que c'est une période justement qui est très propice pour revoir nos intentions, pour revoir tout ce qui est important pour nous dans notre vie, de revoir nos objectifs. Et donc, ce soir, j'ai le grand bonheur d'accueillir Marc Fleurier, qui, lui, a déjà revu énormément dans sa vie ses intentions. Et donc, je suis très content qu'il va venir témoigner de sa vie. Voilà, donc je resalue tous ceux qui viennent d'arriver juste à l'instant. Je suis Michael Defailly, le fondateur d'Une Solution pour tous, votre plateforme audiovisuelle d'inspiration, mais surtout aussi d'application pour une vie harmonieuse. Je vais vous inviter, comme tous les soirs, pour chaque émission, de participer un maximum. C'est le moment de poser toutes vos questions à Marc ainsi qu'à moi-même. Et donc, j'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui un grand copain, Marc Fleurier, qui est un coach de l'être, qui accompagne les personnes dans le cheminement personnel, dans le chemin d'éveil. Et voilà, Marc, je te porte vraiment dans mon cœur parce que j'aime ta manière de transmettre, j'aime l'énergie que tu dégages, qui est constamment très très haute et très rayonnante d'ailleurs, très vibrante. Et donc, j'ai vraiment un grand plaisir que tu sois là ce soir pour partager ton cheminement, pour qu'on puisse se rendre compte, que les auditeurs, que les spectateurs puissent se rendre compte qu'en fait, on est tous passés par des difficultés dans notre vie, même si aujourd'hui, beaucoup de personnes ont un regard envers nous comme des êtres exceptionnels. Et nous le sommes, mais nous le sommes tous. Vous aussi, là, derrière votre écran, vous êtes exceptionnels, mais souvent, vous ne le savez pas encore. Et donc, je suis très content que Marc va pouvoir lui aussi, à son tour, ici, partager peut-être un peu les difficultés que lui a pu traverser dans la vie et surtout parler des solutions qu'il a trouvées, des clés qu'il a élaborées et de la manière qu'il entreprend aujourd'hui ces nombreux accompagnements pour des personnes qui sont encore dans le cadre, dans le cheminement, dans la recherche ou peut-être même dans des problématiques. Marc, bonsoir. Je vais te passer la parole maintenant et je suis très heureux d'être là avec toi ce soir. Bonsoir Michael, bonsoir à tous. Merci pour cette opportunité de me laisser porter mon témoignage. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est de partager la conscience, de partager l'éveil de la conscience. J'ai eu un parcours à la fois typique sur certains points et un peu plus atypique sur d'autres. Et sur mon chemin, j'ai trouvé un certain nombre de clés, de principes forts, universels, qui, je pense, peuvent aider chacun à se créer une vie heureuse, une vie éveillée, une vie épanouie. J'en profite toujours pour passer un certain nombre de messages. Et un de ces messages, c'est oui, c'est absolument possible. Et souvent, je commence mes conférences comme ça, c'est le bonheur est un choix. C'est une des clés les plus importantes. Si je le dis, c'est parce que c'est mon expérience que le bonheur, c'est bel et bien un choix. Et tout ce que j'ai rencontré n'a fait
que me le confirmer d'un bout à l'autre. Merci Marc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de ta vie, peut-être de ta naissance, de ta famille, et puis de qu'est-ce qui t'a mis sur ce cheminement de la conscience? Et aussi, j'aimerais bien faire une petite parenthèse. Je sais que quand on parle de conscience, beaucoup de personnes ont du mal un peu à comprendre, parce que c'est pas un mot qu'on utilise peut-être souvent dans le vocabulaire de certaines personnes. D'autres sont déjà beaucoup plus familiers avec ce terme de conscience. Quelle serait pour toi la définition de conscience? La conscience, c'est très simple, c'est ce qui, en cet instant, voit cette vidéo, ce qui entend ma voix, en fait. La conscience, c'est ça, c'est une définition qui est très concrète, qui est dans l'expérience directe du maintenant. C'est ce qui perçoit, c'est ce qui entend, c'est ce qui voit, la conscience. Donc, ce n'est pas un concept de quelque chose qui est loin. Depuis le début, il y a une seule expérience de la conscience, toujours la même, toujours directe, toujours maintenant. D'accord. Et la conscience, c'est ce que nous sommes. C'est une autre manière de la définir. Je, c'est la conscience. Est-ce qu'on pourrait rebondir sur le terme éveil? Parce que je sais que ce terme éveil fait peur à certains, pour d'autres, c'est juste un terme de charlatan, et pour d'autres encore, c'est peut-être le Saint Graal, voilà, à atteindre. Est-ce que tu peux, toi, partager un peu ta vision par rapport à ce mot éveil, s'éveiller, être éveillé? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Oui, c'est vrai que ça peut prêter à confusion, puisqu'il y a plusieurs définitions, je dirais, sur le marché. Il y a plusieurs niveaux de compréhension, parce que moi, par exemple, quand j'emploie l'éveil de la conscience, c'est vrai que ça peut prêter à confusion, parce que la conscience est déjà éveillée, en fin de compte, en fait. Mais la conscience ne peut pas ne pas être éveillée. Donc, parler de l'éveil de la conscience, c'est au niveau de l'expérience humaine. Il y a un stade de conscience, donc en fait, qui est ignorant, endormi. C'est la conscience, en fait, qui prend la décision de jouer le jeu d'être un personnage, d'être un corps, et donc de ne pas reconnaître quelle est la conscience, de se prendre pour une forme, pour autre chose, pour une entité séparée, pour un personnage. Ça, c'est la conscience ordinaire de la planète qui est partagée par 99,99999% d'entre nous, se prendre pour quelque chose. Et puis, il y a la conscience éveillée, c'est la conscience qui reconnaît quelle est la conscience. Et même plus loin que ça, qui reconnaît que la conscience, c'est la conscience qui est universelle, qu'elle est divine, cette conscience. Ça, c'est l'éveil plein de la conscience, en fait. Donc, par éveil, en fait, on peut distinguer deux stades. Le premier stade, c'est je reconnais que je ne suis pas le corps, je ne suis pas la personnalité et que je suis la conscience. C'est un premier stade d'éveil de la conscience. Et puis, je peux reconnaître qu'en plus, cette conscience, c'est la même conscience que la conscience de Dieu, que la conscience, c'est la nature intime de la réalité. Que je égale conscience égale réalité. Quand ça c'est compris, ça c'est l'éveil de la conscience, selon ma propre définition. Et c'est pour ça que je la reprécise, parce qu'il existe d'autres définitions en fait. Voilà. Donc quelque part, c'est comme si ce que nous sommes finalement, c'est la conscience qui se projette dans un corps mental. Et bien quand ce corps mental, il est aligné dans la compréhension, donc avec la conscience, mais d'où il provient, donc quand au niveau du corps mental, il est compris que ce que nous sommes, c'est la conscience, il y a éveil de cette conscience. D'accord. Je viens d'entendre que tu évoquais le mot Dieu. Qu'est-ce que Dieu pour toi? Est-ce que c'est cette conscience? Et quelle définition est-ce que tu donnes à Dieu? Dieu égale conscience, égale réalité ultime. On peut employer réalité, en fait, tout simplement. C'est un terme qui est plus neutre. Dieu, c'est parfois un terme qui est chargé parce qu'il est utilisé dans plein de sens, plein de définitions. Donc c'est vrai que souvent je préfère utiliser le mot conscience. Et en même temps, la réalisation, c'est de comprendre que la conscience, c'est pas une conscience personnelle. Ça, c'est pas encore l'éveil complet. Que la conscience qui perçoit en ce moment cette vidéo, c'est la conscience, elle est divine en fait. C'est ça. Donc elle est le fondement de toute la réalité. Elle est la réalité. C'est un petit peu comme si il y a l'hypothèse matérialiste qui croit que le fondement de la réalité, c'est la matière. Et ben,
la vérité, selon mon expérience directe, c'est que le fondement de la réalité, c'est la conscience. Donc en fait, la matière, elle est faite de conscience. Ce monde que nous percevons, c'est un monde de conscience. Et ce qu'il perçoit, c'est aussi la conscience. Donc en fin de compte, tout est conscience. Et à partir du moment où tout est conscience, ça veut dire que c'est la conscience qui est créatrice. Sur mon site, je parle d'être créateur. Mais l'être créateur, c'est Dieu et c'est la conscience. La conscience, c'est aussi la vie. Et c'est tout ce qui est aussi. D'accord. Et donc, quand et tu c'est parles... indéfinissable aussi. Parce que quelque part, la compréhension qu'on peut en avoir le mental, là, ce sont les concepts que je donne, mais en même temps, mais il y a un stade où c'est même... Là, ce sont juste des indications dans cette direction, mais c'est toujours, mais la réalité est toujours plus grande que tout ce qu'on peut en dire et tout ce qu'on peut imaginer, en fait. La réalité surpasse toute l'imagination, en fait. C'est ça qui est d'ailleurs merveilleux. D'accord. Et tu nous parles de réalité, en fait. C'est bien ça, j'ai bien compris. Dieu égale réalité, à un moment donné, tu as dit. Oui, c'est une autre manière de l'appeler. Oui. Pour ceux qui se disent Dieu, ça ne me plaît pas, je dis oui, mais Dieu, on ne sait pas s'il existe. Est-ce que la réalité existe? On va simplifier en fait. Hein. Est-ce que la conscience, est-ce qu'il y a conscience en ce moment-là? Et là, la réponse sera toujours oui, en fait. Donc, on va partir là de bases beaucoup plus solides qui vont mettre d'accord tout le monde. Y a-t-il conscience en ce moment? Êtes-vous conscience? Êtes-vous conscient plutôt? La réponse est toujours oui à cette question, en fait. Y a-t-il réalité plutôt que rien? Il y a toujours réalité. Donc, on peut plutôt utiliser réalité et conscience si le mot Dieu pose problème, en fait. Alors, j'aime bien cette approche de réalité, de conscience, justement. Et quelque part, j'ai une question, moi, qui me survient déjà là d'emblée, c'est qu'est-ce qui nous empêche, justement, d'accéder à la réalité et à cette conscience, d'après toi? Il y a l'obstacle s'appelle l'ignorance, en fait. L'ignorance de ce que nous sommes, c'est tout un ensemble de croyances et d'illusions qui font paraître comme si nous étions autre chose que la conscience. Et d'ailleurs, la conscience n'est pas une chose, elle est. Donc, il y a comme une impression d'être un corps, d'être une personnalité, d'être un personnage. Il y a une identification à des histoires, une identification avec des croyances, en fait. Donc tout ça, ça s'appelle l'ignorance. D'accord, merci. Et c'est ça le stade non éveillé, c'est le stade mais de conscience qui est endormi. Mais c'est un petit peu, mais c'est pour ça que moi je parle d'éveil de conscience ou même d'évolution de la conscience, parce que c'est un petit peu comme mais la croissance du corps. Mais il y a le stade enfant, et puis il y a un moment il y a la maturité, et là il y a la compréhension que ce que nous sommes c'est la conscience, et que cette conscience en plus elle est universelle. Et là il y a ce stade de la conscience qui se reconnaît comme étant la source de tout. Et ça c'est le stade éveillé. Donc, nous sommes tous en cheminement d'évolution de conscience vers cet éveil. Chacun à notre rythme, chacun, mais d'une manière spécifique. Donc, c'est un chemin créateur, en fait. Mais c'est pour ça que dans ce que je peux partager, en fait, il y a juste les principes qui sont universels. Par contre, la manière d'y arriver, chacun va y arriver par son propre chemin d'être créateur. D'accord, merci Marc. Est-ce que tu veux bien commencer maintenant à peut-être partager un peu plus sur ta vie, sur ton cheminement? Qu'est-ce qui t'a mené toi vers la conscience? Peut-être partager un peu ton milieu dans lequel tu as vécu et ce cheminement à travers ce milieu ou ces milieux, et puis ce qui t'a finalement amené à cette quête et puis à ces réalisations. Eh ben, en fait, j'étais ce qu'on appelle un enfant inadapté, en fait. Je me sentais un petit peu à côté du monde. Je voyais qu'il y avait des tas de choses, en fait, dans le monde mais qui ne fonctionnaient pas. Je ne savais pas pourquoi. Et il y avait, je me rappelle, il y avait quelqu'un de ma famille qui me disait, on est là, mais la vie c'est dur, il faut travailler, ce genre de choses. Et moi, ça ne me parlait pas du tout. Il me semblait que la vie c'était plutôt pour s'amuser, pour être heureux. Donc j'étais très frustré de voir qu'en fait, la plupart des personnes du monde, de ma famille, des gens que je voyais un petit peu partout, il y a des choses qui leur plaisaient pas, pour pouvoir faire des choses plus tard qui leur plairaient pas plus, en fait. Ou alors qu'ils étaient dans des courses à l'argent, en fait, et je ne voyais pas où ça menait. Donc, j'étais
très frustré et ça m'a amené en fait un peu à m'isoler, à me protéger en fait et à rejeter une partie de ce monde-là parce que je le trouvais complètement fou en fait. Donc durant mon enfance, mon adolescence en fait, j'avais pas beaucoup d'amis. Je voyais que politiquement, économiquement, c'était du grand n'importe quoi et je continue à constater que c'est toujours du grand n'importe quoi en fait, hein. Que les gens, mais la plupart ils mangeaient, je dis mais comment on peut manger des trucs pareils, hein. Je me rappelle l'époque où il y a eu les fast-food qui sont installés en France, je me dis mais ça va pas marcher, les gens vont pas accepter de manger de la nourriture pourrie et puis finalement eh ben, les fast-food ça a été un grand succès en France et je comprenais pas comment on pouvait manger un truc qui empoisonnait son corps, mais comment on pouvait ne pas s'aimer au point de manger des trucs pareils, sauf que j'avais pas vraiment d'alternative. Donc, mon refuge, mais c'était de me réfugier dans l'imagination et puis de m'isoler au maximum de tous ces trucs-là. Je ne comprenais pas aussi pourquoi il y a tellement de programmes débiles à la télé et de choses comme ça. Enfin, partout, j'avais un regard critique. En fait, c'est ça qui m'a un petit peu préservé. Je vois, avec le recul, l'utilité de cette phase un petit peu de frustration, d'indignation. Mais il y a Krishnamurti qui dit que finalement c'est très il n'y a pas de mal à se sentir à côté dans un monde fou en fait, à ne pas être adapté à un monde qui est en folie en fait, hein. Mais c'est de l'ordre de l'intelligence en fait de voir qu'il y a quelque chose qui cloche en fait, hein. Et je savais pas à l'époque que tout ça c'était causé par le système de l'ignorance en fait, hein. Et je n'avais pas vraiment d'alternative à proposer. Donc juste, je me préservais, je m'isolais, je m'insensibilisais pour éviter qu'il m'arrive. Mais tout ce que je voyais autour de moi, c'est-à-dire des gens qui étaient malheureux, frustrés et à côté de leur vie en fait. Donc ça m'a amené souvent à être un petit peu seul, à aller dans des écoles un peu plus spécialisées avec donc des classes à effectifs réduits parce que je ne supportais pas mais l'enseignement scolaire que je trouvais vraiment n'importe quoi en fait, hein. J'apprenais des trucs qui ne m'intéressaient pas et dont je ne voyais pas l'utilité en fait. Et donc tout ça, ça a duré longtemps en fait. Mais c'est-à-dire que j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence, ma scolarité, mes études. J'ai fait des études d'ingénieur en informatique. Parce que justement, dans l'informatique, je pouvais, mais je sentais que j'avais un talent. Et puis, je me suis dit, bah là, je peux créer des programmes, trouver des solutions. Donc finalement, être créateur, je pouvais commencer à l'être dans l'informatique. Malheureusement, après avoir passé quelques années dans une boîte de services en informatique, en fait, les programmes étaient essentiellement pour des programmes militaires, boîtes d'assurance, banque, et tout ça, moi, ça me gavait, en fait, parce que pour moi, ça n'a pas de sens, en fait, de travailler pour des gens qui ne contribuent pas à apporter plus de conscience dans le monde, mais qui sont à nouveau dans des recherches d'argent, de pouvoir, enfin, des recherches égotiques, quoi, en fait, hein. Donc, en fait, j'ai fini par laisser tomber ça. Alors, ça s'est fait progressivement, en fait. C'est-à-dire que peu à peu, mon intérêt, mais pour l'informatique que j'avais, à force de travailler justement pour ces banques, pour ces assurances et autres organismes, mais dont je ne trouvais pas le sens, ça a fait que j'ai passé mon temps libre à aller lire des livres de développement personnel, de naturopathie, de spiritualité, ce genre de choses. Et j'ai commencé à fréquenter les salons bio et autres, en fait, hein. Et à m'occuper, à me poser la question vraiment importante, qu'est-ce que je peux faire vraiment moi pour m'occuper de moi et pour être heureux? Et le premier point qui m'a semblé le plus évident là au stade où j'en étais, donc ça c'était dans les années 90, mais c'était le plus important finalement, c'est la santé. Parce que si je suis malade, si je suis par terre, eh ben quelque part je ne peux plus rien faire et tout va mal. Donc le premier fondement, c'est d'être dans la santé, dans la vitalité. Est-ce que, excuse-moi de te couper, est-ce que à ce moment-là, tu avais déjà une très très bonne santé ou comment est-ce que tu en étais toi personnellement dans ta santé à ce moment-là? Ben, dans la santé, mais j'étais au même stade que beaucoup de personnes, c'est-à-dire un peu malade chaque année. Chaque année, un petit rhume, une bronchite, une grippe, des maux de ventre, rien de très grave, hein. J'ai jamais eu de gros problèmes de santé. Et en même temps, il y avait cette croyance, mais qu'on m'avait dit, là, les maladies, ça s'attrape parce qu'il y a des microbes dans l'air, et puis c'est le hasard.
Donc, on ne peut rien faire. Et puis, quand on a une grippe, eh ben, on prend des antibiotiques. Hein, ça, c'était encore les croyances de l'époque où même on croyait que les antibiotiques, en plus, ça servait à quelque chose, surtout sur une grippe, si tu veux. Hein. Et puis, on attend que ça passe. Et donc, la dernière que j'ai eue, c'était en 97. Et merci, parce que quelque part, je remercie ces problèmes parce que ça m'a amené, au bout d'un moment, à prendre les choses en main. Mais c'est-à-dire que tant que j'attendais que ça passe, ben, je subissais tout ce système ignorant de croyances que les maladies, c'est le hasard. Hein, et puis voilà, et puis on ne peut rien y faire. Et au bout d'un moment, donc j'ai croisé un naturopathe justement sur un synovium. Il m'a dit, et je lui ai parlé de ces grippes et puis les microbes, on attrape les maladies par hasard. Et ça l'a bien fait rigoler, lui. Il m'a dit, mais moi, je tombe jamais malade, c'est fini tout ça. Je suis immunisé en permanent, voilà. Et quelque part, ça fait tomber complètement ma croyance. C'est-à-dire qu'avant, j'en doutais. Mais là, que quelqu'un avec une telle assurance me dit, mais en fait, la santé, ça se gère. On est créateur de notre état de santé, en fait. Hein, que là, je me suis mis que les solutions que j'avais un peu lues dans les livres, là, j'ai commencé à les appliquer, à les mettre en œuvre. Donc, lire, c'est bien, s'informer, c'est bien, s'ouvrir et surtout rencontrer des personnes, parce que ça a beaucoup plus d'impact, en fait, un témoignage direct avec quelqu'un qui est dans une conviction, une confiance, encore quelque chose de lu. Parce que là, juste, il m'a dit ça, je m'en rappelle aujourd'hui, et là, je me suis dit, ben, je suis plus malade de ma vie, c'est fini. En fait, c'était ma dernière grippe en 97. Donc, ça a été ma dernière grippe, effectivement. Je n'ai plus de médecin traitant depuis. Et puis, j'ai appliqué juste ce que je connaissais en naturopathie. J'ai adopté une bonne hygiène de vie. J'ai arrêté de manger les saloperies que déjà, j'en consommais moins que la moyenne, en fait. Hein. Moi, j'ai toujours préféré les légumes aux pizzas, aux pâtes et à tous les trucs un petit peu lourds à digérer pour le corps. Mais là, je m'y suis mis sérieusement. Mais j'utilisais les plantes, les huiles essentielles, les choses comme ça. Et puis, et là, j'ai constaté, ça marche en fait. Donc en 98, pas de grippe. En 99, pas de grippe. Enfin, c'était fini. Et j'avais cette conviction en moi que c'était vraiment fini. Donc plus jamais malade. Voilà, c'est pratique. Sauf si je me remettais à faire n'importe quoi de nouveau, mais c'est-à-dire si je commençais à être épuisé, si je commençais à ne pas m'écouter, à me stresser, à ne pas dormir, à manger n'importe quoi. Et à douter de la décision que j'avais prise, en fait. Et là, j'ai eu des débuts des fois parce que je commençais mais à ne pas dormir pendant plusieurs jours. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, mais de même que je suis créateur de ma santé, je suis créateur de ma maladie et j'ai réalisé ça. À la limite, je pourrais tomber malade à volonté aussi. Parce que je sais comment créer une maladie, mais il suffit d'épuiser un peu mon corps, de me sentir un petit peu mal, de manger n'importe quoi, et puis d'être dans un mauvais état d'esprit. Et à nouveau, je capte tous ces trucs-là, en fait. C'est facile de tomber malade, c'est facile de tomber en santé. Donc, ce n'est pas une immunité permanente, elle se cultive au quotidien, en fait. Oui, c'est un apprentissage d'abord à apprendre à te connaître, quels sont tes réels besoins, et alors à connaître ton corps, tes corps, je dirais. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que là, c'est qu'il y a deux parties dans ce processus. Il y a une intention qui va même jusqu'à la décision, décision, mais il y a aussi le respect de lois naturelles, de la physiologie du corps, en fait. Donc, ce n'est pas une intention qui se fie des lois d'hygiène, c'est une intention qui s'appuie sur ces lois pour créer un bon état du corps en pleine santé et une bonne vitalité. Voilà, et qui est là, qui est permanente et qui dure maintenant depuis des années et des années, en fait. Et je sais chaque année même, mais d'avoir des niveaux d'énergie supérieurs, des niveaux de dynamisme. Mais donc, c'est même pas la santé de ne plus être malade, c'est dès le matin, enfin, c'est une envie de vivre, en fait. Si je ne me réveille pas le matin, faut me lever, mais il y a quelque chose qui est là tous les jours. Et je remercie cette intuition que j'ai eue parce que c'est vrai que la vitalité, c'est la base, c'est le fondement. Mais quelqu'un qui est épuisé, souvent, moi, je le dis dans mes séances, c'est la première chose, c'est apprendre à se reposer et mettre des choses qui font que on va pouvoir construire au-dessus. C'est mettre les bonnes fondations. Et les bonnes fondations, c'est une bonne vitalité. S'il n'y a pas la vitalité, s'il n'y a pas la santé, tout le reste qui vient après, donc qui sont les niveaux du dessus, ce que j'appelle, eh ben, ça va être très, très difficile, en fait. Et après, alors, d'avoir passé en revue un peu le système de santé, qu'est-ce qui t'a amené ensuite, ou peut-être parallèlement à d'autres cheminements?
Ben, ça m'a donné confiance. Donc, je me suis dit, ben, en fait, je peux faire mieux que ça, en fait, puisque en fait, la santé, ça a été assez facile, en fait, hein. Il n'y a qu'à appliquer ce qui fonctionne, en fait, hein. Ben, déjà, ça m'a mis dans une optique pragmatique. Cesser de croire tout ce qu'on raconte, en gros, dans les médias, dans la société, donc les croyances populaires pour aller les vérifier sur le terrain, m'adresser à des vrais experts. Et puis je me suis dit, mais c'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante, c'est plutôt la gestion des émotions, en fait. Donc et puis je commençais à voir ça comme une pyramide. Donc il y a la fondation, c'est la vitalité. Au-dessus, il y a les émotions. Et je commençais à me poser la question, mais alors c'est quoi le sommet, en fait? Donc il y a eu un certain nombre mais de difficultés que j'ai commencé à rencontrer, effectivement, mais des choses qui m'affectaient. Et je me suis j'ai commencé à en prendre effectivement d'une manière, alors là, plus artisanale, parce que je ne trouvais pas des bases aussi solides que ce que j'avais trouvé dans la naturopathie ou dans l'hygiénisme, à gérer mes émotions. Mais je l'avais fait d'une manière où, mais comme je le faisais à l'origine, mais c'est-à-dire que je me coupais un petit peu. Donc, par exemple, je me suis débarrassé de ma télé, en fait. Donc, de tout ce qui alimentait, mais des trucs stressants qui me mettaient dans des états négatifs, je m'en coupais. Alors, c'est une très bonne stratégie. Mais ce que j'ai réalisé, c'est à un moment, par exemple, il y a eu ma mère qui a eu des problèmes de santé. Ben, le fait de me couper de ma sensibilité, c'est que je perdais une partie du lien aux autres. Donc, je pouvais quelque part être heureux, bien, seul, mais que j'avais perdu un certain nombre de liens. Donc, je me suis posé la question, comment finalement je peux être heureux tout en vivant pleinement les expériences relationnelles, mais en restant pleinement sensible à ce qui se passe aux autres. Parce que sinon, c'est presque trop facile, mais je me coupe de ce qui se passe. Et puis, effectivement, donc, il y a quelqu'un, par exemple, de proche qui meurt, imaginons. Hein. Donc, ça ne m'est pas arrivé, mais au départ, je prenais un petit peu cette direction-là, de finalement de dire, ben, ça ne m'affecte pas, et puis je reste dans ma petite bulle, bien content. Sauf que je chantais que si je faisais ça, c'était une expérience du bonheur très, très limitée. Donc, j'ai essayé de réouvrir, et c'est là où je me suis intéressé finalement, pour pouvoir gérer pleinement les émotions. Je suis obligé de m'intéresser finalement à ce qu'il y a tout en haut de cette pyramide de l'éveil de la conscience. Et donc, en haut, effectivement, il y a l'éveil. En fait, hein, c'est finalement par la spiritualité que je peux rester complètement ouvert et complètement heureux, y compris dans cette dimension relationnelle. Sans te couper du monde. Sans me couper du monde. Sinon, il y a des solutions qui marchent, mais en étant coupé, en étant un petit peu, voilà, avec des stratégies d'évitement, en fait. Donc, oui, qui ne sont pas des vrais, qui ne sont pas une stratégie à long terme. Qui ne sont pas des stratégies à long terme. Alors, je confirme qu'elles fonctionnent dans une certaine mesure, mais c'est un bonheur qui est limité, en fait. C'est juste ça que je ferais observer. Par contre, ça peut être bien de les mettre en œuvre à un moment pour avoir un cadre, pour être suffisamment tranquille, pour aller faire un travail plus profond. Donc, ce sont ce que j'appelle des solutions palliatives. Et aujourd'hui encore, mais j'accompagne des gens, mais je leur dis des fois, coupez, mais avec toutes ces sources de perturbation, les télés, les relations toxiques, etc., pour avoir suffisamment de calme pour pouvoir faire un travail. C'est un petit peu comme si vous avez une opération chirurgicale, vous n'allez pas le faire au milieu des égouts, en fait. Hein. Donc, il y a besoin de créer un environnement suffisamment calme et tranquille, et ça va beaucoup aider, de même qu'une santé, une vitalité solide, ça va aussi aider à aller beaucoup plus loin, en fait. Et là, la solution est arrivée pareil. À force de fréquenter ces salons bio, ça devait être je crois que le salon Zen, en fait, hein, ben, je regardais un petit peu ce qu'il y avait et j'ai vu, donc c'était en 2003. Donc j'ai réouvert ma sensibilité en 2001 et en 2003, mais je me suis dit, ben, là, je vais me pencher finalement vers ce qu'il y a mais de plus profond, parce que finalement, je sens qu'il y a quand même un mal-être alors que je suis en pleine santé. Donc en fait, la pleine santé, ça ne suffit pas au bonheur. Et puis ne pas avoir trop d'émotions négatives. Donc ma première stratégie, ça ne suffit pas, mais non plus au bonheur. Mais donc la solution, elle se trouve encore ailleurs. Et là, donc là, je rencontre, donc c'est une femme que certains la connaissent. Donc je l'ai rencontrée, elle s'appelle Dominique Lussan. On l'a vue notamment au Sommet de la Conscience, puisque Anna a eu donc la joie de l'inviter plusieurs fois. J'ai pu entrer dans ce chemin de l'exploration des états de conscience.
c'est donc aussi avec elle que ça m'a ouvert à la dimension du yoga, mais de yoga fort, hein, le yoga Kundalini, le yoga de l'énergie, mais des yogas d'éveil. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au premier stage où j'ai été, je vivais une déception amoureuse, donc j'étais le moral dans les chaussures. Je suis allé au premier jour du stage, donc qui est un stage justement sur ces techniques de méditation mais avec des ondes sonores, avec un procédé qui s'appelle EmiSync. Et au bout de la 3e heure, en fait, une ouverture de conscience. Et là, mon problème, eh ben, il n'y en avait plus, en fait. Je m'étais reconnecté justement à l'être profond, à la conscience d'une manière complètement spontanée. Et là, le problème que je croyais avoir, eh ben, il s'est dissous dans l'espace de la conscience. Et tout allait bien, en fait. Est-ce que dans le fait qu'un problème tel que ici, c'est un problème émotionnel aussi, puisque c'est une rupture, est-ce que pour qu'on justement les spectateurs puissent comprendre peut-être mieux ce qui peut se passer, est-ce que tu dirais pas que le problème s'est dissous parce que tu t'es connecté à une conscience qui est au-delà du jugement? Oui, absolument. Il y a une ouverture de conscience spontanée. Je ne la cherchais pas. Je ne sais pas quoi m'attendre dans ce stage. J'ai juste la clé, en fait. Et je voudrais quand même la dire pour ceux qui nous écoutent. La clé, c'est que j'ai suivi mon intuition et que mon intuition, elle sait exactement où il faut que j'aille. Donc, quelque part, là, le stage avec Dominique Lussan, mais j'avais même une amie qui m'avait dit ne va pas, etc. C'est pas bien du tout. De toute façon, mais on n'a pas besoin de son pour méditer. Ça se fait dans le silence. Enfin, m'a donné plein d'objections. J'ai choisi d'écouter mon intuition plutôt que, à nouveau, la croyance limitante, c'est pas pour moi. Mon intuition me disait, c'est pour moi. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, ça s'est produit justement parce que j'étais détendu et ouvert, en fait. Et là, ça m'a donné l'expérience qu'en fait, la ressource, elle est à l'intérieur. Je pouvais me lamenter tant que je voulais sur cette déception amoureuse. Je pouvais aussi, sur mon travail, ça devenait de plus en plus tendu. Je sentais que j'avais plus rien à y faire, que l'informatique, autrefois, par le côté créatif qui me passionnait, mais je sentais que je n'étais pas du tout utilisé pour mon potentiel, mais finalement pour être un pisseur de code. Et ça me plaisait pas du tout, tu vois. Donc j'arrivais à un bout d'un cycle. Là, ça m'indiquait quelle était la direction en fait. Et la direction, elle était à l'intérieur. Mais il y avait des ressources en moi, dans ce que j'étais profondément, dans cette conscience que je suis, que nous sommes tous, qui était à explorer. Et là, par ce que proposait, et ce que propose d'ailleurs toujours Dominique Lussan, en fait, il y avait des outils et des approches concrètes. Et ce qui m'a plu avec les approches que propose Dominique Lussan, c'est que c'était des chemins rapides. Dans le yoga, il existe des formes de yoga où il faut pratiquer quasiment pendant 30 ans avant qu'il y ait quelque chose qui bouge. Là, le Kundalini Yoga ou alors les procédés Monroe, ça va vite. Là, c'est juste au bout de la 3e heure. Et alors qu'on a partagé là dans le groupe, puisqu'il y avait des moments de partage, mais il y a plein de gens qui ont eu des ouvertures mais de conscience, il se passait des choses. Le Kundalini Yoga, c'est aussi un yoga puissant. Les gens qui le pratiquent, ça transforme en fait des choses. Et ça m'a donné confiance que oui, cette intuition était bonne. Donc, je me suis réinscrit évidemment au stage plus approfondi de Dominique Lussan. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des expériences plus profondes encore d'éveil de la conscience, de montée de Kundalini, dès le premier gros stage qu'il y a eu en été, mais en juillet 2003, en fait. Et là, je me dis, mais je continue, en fait. Mais à chaque fois que je fais confiance à ce qui me guide à l'intérieur, ça marche en fait. Hein, Est-ce que tu peux partager un peu dans le concret, au mieux que tu peux, bien sûr, mettre des mots sur quelque chose qui n'est pas toujours facilement définissable, bien sûr, mais est-ce que tu pourrais quand même faire l'exercice d'expliquer un peu ces premiers éveils que tu as eus, ces éveils de conscience, qu'est-ce qui se passe pour que justement ceux qui en entendent parler, qui sont curieux, puissent se faire une petite idée. Bien sûr, il faut l'expérimenter pour pouvoir savoir, mais est-ce que tu pourrais partager un peu ce qui s'est passé les premières fois justement que tu as vécu quelque chose de significatif? Oui, donc la première fois, en fait, c'était en mars 2003, donc c'était lors de la première journée de ce stage avec Dominique Lussan. Donc j'étais allongé avec donc un casque sur les oreilles qui envoyait des fréquences sonores, et puis juste je me détendais, donc j'essayais pas de faire quelque chose. J'étais juste dans un état ouvert et détendu,
Et à un moment, en fait, donc il y a comme quelque chose qui s'est ouvert encore plus. Donc il y a eu comme une lumière, mais comme quelque chose qui éclaire de l'intérieur, en fait. Hein. Et alors qui fait que mais d'un seul coup, mais il y a une joie, mais une joie sans cause, en fait. Mais il n'y a pas de raison, mais il y a quelque chose qui est comme si je croyais avoir perdu quelque chose, et là je le retrouve, en fait. Il y a quelque chose d'essentiel qui est reconnecté. Et là, c'est là, en fait. Hein. C'est d'ailleurs vraiment le principe de l'éveil. Hein. C'est toujours celui-là qui est là, mais en cours aujourd'hui. C'est de reconnaître ce qui a toujours été là, qui semble avoir été perdu, mais qui n'est pas plus loin que ici et maintenant, en fait. Hein. Et alors, d'un seul coup, effectivement, il y a un bonheur, donc un bonheur sans cause, une joie sans cause. C'est juste le bonheur d'être soi. Ça ne dépend pas d'une condition extérieure. Par contre, ce qu'il favorise, c'est un état d'ouverture, sans attente, de détente, et avec une compréhension. Tout est parfait, tout est OK, ça va. Est-ce qu'on peut dire que c'est une... Juste, je précise, c'est une connaissance qui est instantanée. Après, elle peut être formulée par des pensées, mais c'est su instantanément, tout va bien. C'est comme si, mais là, si je prends un vocabulaire effectivement plus religieux de Dieu, mais c'est comme si Dieu disait, je suis là avec toi en fait. Sauf que, mais d'une manière par la conscience, juste, c'est su immédiatement par la conscience. Et alors, du coup, il y a un relâchement encore plus profond. Donc, c'est comme si mon problème, donc il y avait une contraction intérieure de quelque chose qui ne va pas, et là, d'un seul coup, c'est fini. Est-ce qu'on peut dire que c'est ta perception qui change dans ce moment-là, puisque tu dis que c'était déjà là, ça a toujours été là? Oui, c'est un petit peu comme le soleil qui est recouvert par un nuage, en fait. Le soleil, il est toujours là. Même la nuit, il est toujours là. Il est juste de l'autre côté de la Terre, hein, en fait. Et là, d'un seul coup, hop, il y a mais il y a cette éclaircie, en fait. Et alors, cette éclaircie, ça m'a amené de savoir que c'est là. Et à partir du moment où c'est là, mais dans ce processus d'éveil de la conscience là que je vis, ça m'amène à comprendre qu'en fait, c'est même toujours là. Et ça m'amène à comprendre même que ça ne peut pas ne pas être là, en fait. Donc, c'est ça qui finit par donner, en fait, une joie qui est permanente, sans condition, durable, profonde, en fait. Ce ne sont plus les événements qui dictent, mais c'est ce que je cherchais depuis le début, durant mon enfance, mais mon insatisfaction, en fait. Je cherchais ça, mais je ne savais pas que je cherchais ça. Et là, d'un seul coup, en mars 2003, ça apparaît. Je sais ce que je cherche. Et alors, ce que je cherche, c'est ce que je suis, en fait. Mais c'est pour ça que j'ai appelé une de mes conférences le bonheur d'être soi. C'est soi-même. Ce que je suis, c'est amour. Et c'est la nature de la réalité. Et ça se révèle. Et le fait de le savoir, et le savoir avec une certitude, tout ce qui est tendu, qu'il y a un système, qu'il y a un problème, le monde va mal, etc., mais ça fait tomber donc peu à peu toutes ces choses-là, que ça tombe parce que c'est une expérience directe. Donc, mais d'un côté, il y a le nid des croyances ignorantes et de l'autre côté, il y a la réalité. Mais quand la réalité, la vérité se confrontent aux croyances, c'est toujours la réalité qui gagne. C'est toujours la vérité. Au bout d'un moment, donc la lutte du pot de terre contre le pot de fer, c'est toujours le pot de fer qui reste à la fin, en fait. C'est ça qui est merveilleux. Donc, en fait, il suffit juste que ça s'active à un moment. Mais c'est pour ça que moi, quand j'accompagne les gens, quand je fais des stages, si les êtres qui viennent ne sont pas déjà activés, moi, je propose des processus pour activer ça. C'est-à-dire qu'ils l'ont déjà en eux. Et donc, c'est un petit peu comme une bougie. Mais il y a juste à allumer ça, qu'ils le sachent. Et à partir du moment où ça va s'allumer, eh ben, ils vont commencer à chercher le bonheur, et le chercher dans la bonne direction, en soi, ça, c'est les principes fondamentaux. D'ailleurs, je fais juste un petit clin d'œil à ce web atelier que nous organisons le 18/1 avec toi, donc sur la plateforme d'une solution pour tous. Et donc, ce web atelier qui est intitulé Apprendre à être pleinement soi-même. Donc, pour allumer cette étincelle, comme tu dis, et à permettre à tous ceux qui suivent ce web témoignage, ton témoignage, tous ceux qui se reconnaissent dans ton histoire ou tous ceux qui veulent expérimenter ce que tu partages ce soir, on va pouvoir vous donner un bon avant-goût et vous donner déjà des applications très concrètes le 18/1. Ce sera bien entendu, comme tout ce que nous faisons, également disponible en rediffusion. Il y aura également cette semaine
le 6 janvier avec Stéphane Tétard, où on aura aussi un web atelier qui est intitulé « La santé vient en se régalant ». Et donc, Stéphane va pouvoir, qui lui est naturopathe, va pouvoir partager les astuces qu'il a trouvées de se nourrir de manière équilibrée, saine, avoir une nourriture, une alimentation de santé, mais tout en se régalant, parce que c'est important qu'on puisse continuer d'être dans le plaisir, parce que sinon, si on n'est pas dans le plaisir, de toute manière, on n'est pas vraiment dans une alimentation de santé. Voilà. Et je te repasse la parole pour la suite de ton témoignage qui est vraiment passionnant. Merci Marc. Et je rappelle en passant à tous les auditeurs que vous pouvez poser toutes les questions. D'ailleurs, il y en a déjà qui sont arrivées, des questions. En tout cas, oui, il y a quelques questions qui sont arrivées qu'on pourra poser et répondre tout à l'heure. Voilà. Mais ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, les principes pour mener une vie heureuse, épanouie, ils sont simples. Hein. Là, tout ce que m'apprend mon expérience depuis des années, c'est que ça va vers la simplification. Donc, au départ, j'ai utilisé des systèmes complexes. Mais là, tu vois, quand tu parles effectivement de l'atelier avec Stéphane Tétard, c'est effectivement, mais quand il s'agit de changer son hygiène de vie pour être en pleine vitalité, ça se fait à partir du plaisir, ça se fait à partir de la joie, ça se fait à partir de l'enthousiasme. C'est justement ça, un des principes fondamentaux. Suivez votre joie, suivez votre enthousiasme. Moi, mais j'observe dans ma structure, ce qui m'a servi, justement, c'est que je ne fonctionne pas du tout à la contrainte et que et le fonctionnement ordinaire de ce monde, c'est de se forcer à faire ce qu'on n'aime pas. Donc là, ce que je partage, c'est un chemin de joie, c'est un chemin de bonheur. Le chemin qui mène au bonheur est lui-même parsemé de bonheur, de plaisir, de joie, d'enthousiasme, en fait. Je ne me force à rien du tout. Donc la vie heureuse que je mène aujourd'hui, tous les jours, elle ne vient pas d'efforts désespérés et difficiles. Autant c'est important de savoir sortir de sa zone de confort, autant c'est important d'en sortir à partir d'une joie, à partir, mais d'un sens profond et non pas à partir de quelque chose qui est rigide en nous, parce que ça, c'est l'ego qui veut se débarrasser de la souffrance et ça ne fonctionne pas. Voilà. Mais bon, on aura beaucoup plus l'occasion d'en parler le 18, mais si je peux mettre quelques perles déjà dès aujourd'hui, c'est toujours possible. En fait. Voilà. Je partage absolument cette vision du plaisir, de la joie qu'on est ici pour savourer la vie, pour être des créateurs d'une vie heureuse, équilibrée et harmonieuse. Et c'est vrai que le forcing ne mène à rien. Quoique, il y a certains moments donnés dans la vie où il faut se donner un coup de pied dans le cul oui. pour avancer et que certaines choses ne se manifestent pas toujours du jour au lendemain. Donc, il faut aussi pouvoir cultiver la patience et surtout, au début du cheminement, souvent notre zone, justement, tu parlais de zone de confort. Notre zone de confort, elle est toute petite. Et donc là, ça peut être dur au début d'agrandir cette zone de confort, mais ce qui est magnifique, c'est que plus on avance sur ce cheminement et plus, quelque part, on arrive à vivre à travers le plaisir et à cultiver la vie à travers le plaisir. Donc, merci Marc pour… Absolument, oui, tout à fait. Donc, je vais reprendre mon témoignage, mais justement, donc j'ai suivi en 2003, effectivement, 2 stages majeurs avec Dominique Lussan. Effectivement, en juillet 2003, en août 2003, j'ai remis les couverts. Donc, à chaque fois, c'était des expériences d'éveil de plus en plus profondes. Mais j'ai touché l'amour infini en août 2003, en fait. Moi, chaque fois que je gagne, je rejoue, en fait. Donc là, à chaque fois, ça allait de plus en plus loin. Et ensuite, je me suis même inscrit donc, au cycle que propose la Dominique Lussan, où il y a du yoga, un centre de pratique sur les états de conscience, en fait. Puisque j'ai vu que ça m'avait autant servi et porté, en fait. Et à cette époque, j'étais pas non plus complètement dans l'éveil, puisque ce que je cherchais, c'était plus l'exploration des états de conscience. Donc, par exemple, de pouvoir faire mais
mais des sorties hors du corps, ou alors des rêves éveillés, ou alors avoir des perceptions à distance, puisque quelque part, les procédés Monroe, ils ont beaucoup été utilisés pour ça. Et à l'origine, mais Robert Monroe, donc le créateur de cette méthode, il s'est fait connaître pour son livre sur des expériences hors du corps. Donc j'étais encore là avant de m'apercevoir qu'il était possible d'aller encore un petit peu plus loin. Et en fait, j'ai fait mais ce que je faisais mais depuis le début, c'est-à-dire que moi, je suis la piste qui est chaude, en fait, celle qui est justement, qui m'amène à aller toujours plus loin. Donc, je ne connais pas la suite, par contre, c'est une certaine saveur, un certain goût, une certaine intuition que je suis. Et donc en 2004, j'ai rencontré un certain nombre d'êtres qui ont commencé à me parler d'éveil. Et alors moi, l'éveil, j'en avais déjà entendu parler. La seule chose, c'est qu'il me semblait que c'était complètement, ce que j'appelle un objet qui est complètement impossible. Pour moi, il y a le Bouddha, il y en a un tous les 2000 ans. Mais même si je me mettais à fond, je n'ai pas plus d'une chance sur 10 millions qu'il y ait un vrai éveil. Je parle d'un éveil complet, hein. Pas les éveils qu'on voit aujourd'hui à Tire-Larigot, qui pour moi sont des éveils partiels, voire très partiels, voire quelqu'un qui a une expérience d'éveil et puis qui la raconte, mais qu'on lui demande au quotidien comment il vit, en fait, il n'est pas dans le bonheur permanent, hein, justement, ou alors, et sans condition et durable, en fait, mais vraiment donc quelque chose qui est de qualité. Tu vois que quand les chrétiens ils parlent du Christ ou quand les bouddhistes de Bouddha, pour moi l'éveil c'est le vrai gros truc, l'illumination totale. Et donc ça me semblait absolument pas possible pour moi. Et à un moment là pareil, c'est comme la rencontre. Donc pour la personne qui m'a parlé pour la santé, il m'a dit mais non, mais maintenant on est dans on arrive au XXIe siècle, maintenant c'est ouvert pour tous, c'est accessible, donc ce qui était avant pour quelques élus, mais maintenant quelqu'un qui s'engage vraiment pour ce chemin. Donc ça m'a fait, pareil, sauter ma croyance limitante, parce que c'est quelqu'un qui me disait avec une conviction qui a touché justement, donc qui me parlait à l'être profond en fait. Et donc il fait que je me suis mis sur un chemin d'éveil en fait du jour au lendemain. C'était décidé en fait. Pareil. Donc de même que j'allais être en santé, je réalisais complètement ma véritable nature durant cette existence dans ce corps en fait. C'était certain. C'est passé comme ça du jour au lendemain. Alors je savais absolument pas comment. Si tu veux, dans le développement personnel, il y a un conseil qui est d'ailleurs très judicieux. Il dit pour pouvoir atteindre un objectif, c'est trouver quelqu'un qui l'a déjà atteint. Et bien là, moi, je connaissais absolument personne. Et en plus, même comme je te dis, les éveillés, entre guillemets, qu'on connaît, je les considérais comme pas suffisamment éveillés. Mais la manière dont ils me parlaient, je les trouvais pas très heureux. Certains, même, c'était... Voilà. Mais ça ne m'inspirait pas tant que ça. Et n'empêche, je faisais confiance à ce signal intérieur qui me disait, c'est parti, en fait. Voilà. Et c'est à ce moment-là, en 2004, que j'ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin, donc l'apport du chamanisme, en fait, avec notamment les plantes sacrées. Et ça m'a amené à des expériences, et notamment lors d'une première expérience en avril, où alors il y avait une personne que je n'ai plus jamais rencontrée dans la suite. Ce sont des personnes qui apparaissent dans mon expérience de vie. Elles sont juste là comme pour me donner un message. Et donc, elle me dit, là, en fait, mais quand tu utilises cette plante-là et en même temps qu'on médite, ça décuple le truc. Donc, moi, j'ai repris tout ce que j'avais appris avec Dominique Lussan. Et en plus, il y avait l'expérience de cette plante. Et effectivement, c'est allé encore 10 fois plus loin que d'habitude, en fait. Donc là, d'un seul coup, j'ai vu que cet objectif qui semblait impossible, mais d'un seul coup, des moyens apparaissaient dans mon expérience qui faisait qu'en fait, la partie allait devenir très, très, très intéressante. Par contre, j'ai commencé à rencontrer une grosse difficulté que je n'avais pas prévue. C'est comme tout le monde, j'avais des blessures d'enfance, des affects psychologiques, des manques intérieurs que j'ai aussi rencontrés par ces processus chamaniques. Ça m'a mis le doigt dessus. Et là, j'ai commencé à prendre aussi conscience de toute la misère. Donc, à la fois, en même temps qu'il y avait l'être profond qui émergeait, toutes les structures de souffrance égotique commençaient à apparaître. Et là, je voyais aussi tout le bordel qu'il y avait à l'intérieur. Ouais, tout ce qui n'a pas été traité. Absolument. Mais c'est-à-dire que même si j'avais ça en moi, et même si chacun l'a en lui, en fait, cette impulsion à la vérité, au vrai, à l'amour, rares
mais selon mon expérience, il y a un 1 ou 2% de la population où ils ont vraiment, mais quasiment dès la naissance, pas de blessure. Et la plupart des gens, ils sont plus ou moins contaminés, ils sont plus ou moins chargés. Donc, c'est ce qu'ils appellent en Orient le karma. Donc, on est plus ou moins chargé de l'eau de souffrance, de blessure, de peur, de manque, de peine, de misère intérieure. Et là, je commençais à voir qu'en fait, j'étais bien loti de ce côté-là et que si je voulais vraiment réaliser ma vraie nature, c'est avant tout un travail de purification. Donc, mais donc, il ne s'agit pas de devenir quelque chose, parce que je le suis déjà, il s'agit de le reconnaître, mais par contre, ça consiste essentiellement plutôt à se purifier, à se lâcher, en fait, toutes ces structures mentales égotiques, mais attachées au fait, à la croyance d'être une entité séparée, d'être une pauvre petite personne, alors qu'en fait, ce que nous sommes réellement, c'est la conscience divine universelle. Donc là, j'ai commencé à toucher un niveau de souffrance et quelque part, ça a remis un petit peu en question tout le travail que je faisais, où je me rappelle lors d'un stage, justement, le stage en juillet avec Dominique Lussan, ben, on parlait un petit peu, on se présentait aux autres. Puis je disais, ben, moi, mais j'ai pas de peur, parce que mais je savais me faire la part des émotions, donc je sentais plus aucune peur. Et là, mais lors de cette expérience chamanique, j'ai compris qu'en fait, les peurs, elles étaient bien là, mais elles étaient juste là dans l'inconscient, prêtes à remonter, et que j'en ai pas du tout terminé avec les peurs. Juste à un niveau ordinaire, je savais les gérer, mais en fait, le gros du travail, il était là à m'attendre. Et c'est pour ça qu'en fait, ça semble si dur de s'éveiller, parce que, en fait, est-ce que je suis prêt aller aussi dans cette zone, donc à quitter la zone de confort et aller dans une zone où justement là va se présenter des choses que j'ai laissées de côté, donc aller ouvrir la cave, va laisser des choses que j'ai laissées sous le tapis depuis des années. Donc il y a le travail de la lumière, de choses qui se révèlent, mais en même temps, pour être honnête, il y a aussi ça, et la question pour ceux qui veulent vraiment vivre ce bonheur vrai, permanent, sans condition, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire face aussi à toute cette obscurité aussi, en fait, hein, au côté obscur, il est là aussi, donc il va bien falloir arriver à le lâcher, en fait. Et alors tout ça, c'était créé par l'ignorance. Donc ça m'a amené à commencer à m'intéresser, en fait, c'est quoi qui avait créé tout ce bordel en moi, comment on peut le lâcher, comment on peut s'en purifier, en même temps qu'il y avait le travail d'éveil qui continuait. Plus quelque part, je voulais aller vers le bonheur, plus j'allais avoir à faire face à ce qui m'empêchait à ce que ça devienne permanent. Sinon, ça serait resté des expériences ponctuelles, c'est-à-dire, hop, je suis pleinement moi-même, et puis, hop, je reviens à mon état ordinaire, et à nouveau, où est passé la joie, où est passé l'amour, tiens, qu'est-ce qui fait que, sans arrêt, je suis réattiré vers la misère, vers le drame. C'est passionnant, et j'ai commencé à m'intéresser à la thérapie, beaucoup plus. J'avais fait une thérapie, en fait, pendant mon enfance, ma jeunesse, mais dans le genre psychothérapie, celle où on s'allonge, où on parle à un psychothérapeute, etc. Mais là, si j'ai fait le travail avec cette plante sacrée, c'est justement, mais la personne, elle m'avait donné deux indications. D'une part, méditer en même temps que prendre cette plante, mais ça allait me faire l'équivalent justement de 20 ans de psychothérapie. Alors effectivement, à la fois j'ai eu cette ouverture de conscience, et en même temps j'ai vu aussi tout ce qui n'était pas réglé et à régler, tous les fois où je trichais, manipulais, où je fuyais, enfin, mais il y a des choses, y faire face, c'est aussi oser voir ça, en fait. Oui, la plante sans se juger, sans se culpabiliser, mais être un regard honnête. Il n'est pas possible d'échapper, en fait, à ça, et ça ne nourrit pas, du coup, un ego spirituel. Ah, je suis lumineux et tout, mais parce que je vois aussi l'autre côté aussi, donc un côté qui est beaucoup plus misérable, en fait. C'est vrai qu'on voit que dans les témoignages, et puis par rapport aux expériences que j'ai pu faire, moi, par rapport aux plantes sacrées, c'est vrai qu'elles ont cette faculté, avec une grande facilité, d'aller rechercher ce qu'il y a dans notre inconscient. Parce que c'est vrai qu'on est conscient d'un certain nombre de choses, on peut être conscient des beaux côtés de notre personnalité ou de notre vie, comme on peut être conscient aussi de difficultés qu'on a, mais surtout,
ça c'est juste la partie consciente. C'est juste, Oui. comme on dit, la petite pointe de l'iceberg émergente et qui est visible. Après, il y a tout ce qui est en dessous, qui est dans l'inconscient, et notamment, et surtout, je trouve, les plantes sacrées ont cette faculté. Et pour tous ceux qui veulent avoir des renseignements, il y a justement un documentaire qui est extraordinaire qui s'appelle DMT, l'esprit molécule, The Spirit Molecule. Et là, on a des grands scientifiques, justement, qui ont fait de nombreuses recherches et qui ont fait des expérimentations personnelles qui témoignent justement. Et ça peut être très intéressant pour tous ceux qui pourraient s'intéresser aux plantes sacrées, aux plantes médicinales, aux plantes dites aussi chamaniques. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse sur les effets de levier, parce que ce que je commençais à constater, c'est que dans ma démarche, en fait, si ça avançait aussi bien, et en même temps, si j'étais aussi confronté à toutes les difficultés, y compris des difficultés que j'ignorais complètement, puisque je les avais laissées justement dans l'inconscient, c'est parce que j'utilisais des effets de levier. C'est-à-dire, par exemple, le yoga ordinaire, le hatha yoga qui ouvre le corps, en fait, mais je m'étais mis tout de suite vers un yoga qui est beaucoup plus puissant et rapide, comme le Kundalini Yoga, en fait, hein, mais dans sa forme la plus forte que j'ai utilisée. Mais pareil pour la méditation, le fait d'avoir utilisé des procédés sonores, bah, ça fait qu'effectivement, en quelques jours, je me suis ouvert mais à des états qui demandent normalement une dizaine d'années de pratique. Et alors là, pareil avec les plantes, ce sont des accélérateurs qui fait que les choses peuvent aussi aller très très vite. Par contre, mais la question qui s'est vite posée, c'est est-ce que je suis prêt à payer le prix, donc à faire face à ça? Mais mon amour est plus grand que ma peur, en fait. C'est ça la question de l'illumination. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est l'illumination se produit quand l'amour est plus fort que la peur, y compris que la peur de la mort, y compris que les peurs les plus profondes, parce que toutes vont finir par être traversées et lâchées. À chaque fois, ça va être la puissance de la vérité et de l'amour qui va confronter tout ça. Et à chaque fois que ça va être l'amour qui va rester, eh ben, mais l'éveil va aller de plus en plus loin, en fait. Donc, mais au départ, mon aspiration à la vérité n'était pas suffisamment forte pour faire face à ces peurs viscérales, puissantes, comme la blessure originelle, les peurs de la mort, etc. etc. Mais donc, au départ, c'était juste les petites blessures. Déjà, je me suis dit, mais c'est des sacrés trucs. Je me suis rappelé des cauchemars que je faisais durant mon enfance. Là, il y a tout qui remontait. Je crois en avoir fini avec ça. Mais là d'un seul coup, mais à nouveau, donc il y avait des images d'obscurité qui commençaient à me terroriser. Et j'ai eu un moment, je me dis, mais est-ce que je continue ou pas? Et c'est là où je me suis aperçu que mon signal intérieur, il dit, on continue en fait. C'est ça en fait, au point de vue de l'être profond, tout ça, c'est pas un problème, ce sont juste des couches d'obscurité à traverser, comme mais l'avion qui décolle, eh ben, il y a des nuages noirs, mais pour voir le soleil, eh ben, donc il y a cette couche de nuages qui est à traverser. Et or, pour l'avion, si c'est pas que les nuages, en fait, mais ça se traverse donc comme ça, eh ben, il peut se dire, on va peut-être pas traverser le nuage parce que je sais pas ce qu'il y a au-dessus, en fait. Donc il y a quelque part, il y a un niveau de qualité d'intention et aussi une question de foi qui fait que ça va continuer. Donc, j'ai continué de plus en plus ce travail avec les plantes. Je suis allé au Pérou en novembre 2004 et là, j'ai eu une expérience encore d'éveil, encore beaucoup plus forte, encore plus grande, donc en travaillant avec d'autres plantes. Ça s'est ouvert beaucoup plus. Et puis surtout, j'ai eu la révélation que depuis le début, ce que je me rends compte, c'est que je suis guidé depuis le début, donc cet être intérieur en fait. Donc quelque part, je n'ai pas à me soucier du comment. Le comment, il apparaît au fur et à mesure. J'ai juste à me focaliser sur cette qualité d'intention, à faire ma part, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Donc juste, je fais le nécessaire, mais je m'occupe du prochain pas en fait, et le reste apparaît au fur et à mesure. Donc je commence à comprendre comment fonctionne réellement la loi d'attraction. Donc c'est pour ça que dans le message, j'ai appelé ça la nouvelle loi d'attraction. C'est pas de la loi pour gagner de l'argent, avoir une belle voiture, ce genre de choses. Mais moi, la nouvelle loi d'attraction, c'est une loi pour être soi. Pour devenir soi, c'est en fait être ce que je suis profondément. Donc quelque part, ce que ça crée, c'est juste soi-même.
c'est ça le plus beau des cadeaux. Mais parce que être soi-même, c'est être dans l'amour, être heureux, être dans la sagesse, et toutes les qualités qu'on a tous en nous se révèlent les unes après les autres, en fait. Merci Marc. Donc, si tu le veux bien, j'ai déjà une question ici peut-être à partager, à te lire, qui vient de Valentine. Bonsoir Marc, j'ai eu l'occasion de participer à des stages que tu as co-animés avec Anna Sandrea. Ce n'est pas si simple que de vivre en harmonie avec soi-même. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution ou alors au prix d'efforts permanents à ce que je suis confronté chaque jour. Je peux ainsi vivre quelques instants sereins, mais fugaces. Alors, quelle est donc la solution de la permanence? Pour moi, le bonheur, c'est de savourer l'instant présent, mais quel boulot! Je suis presque tout le temps parasité, comme si je ne m'autorisais pas à être heureuse, tant mon passé me rattrape. Je vous remercie pour votre réponse. Bien à vous. Oui, alors à ça, ce que je peux répondre, c'est de s'occuper de la cause des causes, de la cause des causes de la souffrance. Et en fait, toute la souffrance de notre vie, elle a une seule cause, c'est l'identification à la forme, l'identification à l'entité séparée. Donc, si cette cause est coupée, si la racine est coupée, ça va, ce qui va se passer, c'est que il ne va plus y avoir besoin d'efforts pour savourer l'instant présent. Donc, j'invite toutes les personnes qui travaillent avec moi, et même celles qui ne travaillent pas avec moi, juste celles qui entendent là ce message, à s'occuper de la cause des causes. Alors, bien sûr, il est possible de s'occuper dans un premier temps, et c'est ça que j'ai fait dans un centre de stage, des grosses pierres qui apparaissent, c'est-à-dire, par exemple, tiens, une blessure d'enfance, ou alors d'un conflit avec un voisin, etc. Voilà, ça va me mettre sur le chemin, ça va mettre en train. Mais si je ne travaille qu'au niveau de l'histoire, mais à un niveau très contextuel, mais il y aura toujours ensuite une autre situation problématique qui va revenir. L'idée, c'est de voir que pour toutes ces situations problématiques de souffrance viennent, elles ont besoin d'une identification à un personnage que je ne suis pas. S'il n'y a plus ce personnage, toutes ces situations-là ne sont plus un problème. Donc, soit on peut essayer de résoudre toutes les situations de sa vie et ça ne se terminera jamais, soit il est possible d'aller à la racine de l'ignorance et à aller voir qui suis-je vraiment, qui suis-je au fond. Et ça va finir par faire tomber l'identification. Elle va peu à peu s'éroder. À chaque fois, il va y avoir des couches d'ego qui vont tomber. Mais là, moi, j'en parle vraiment par expérience directe. Les situations qui me gênaient il y a des années, en fait, là, je vois ce qu'elles me font. C'est voilà, il y a je sais pas, je perds mes clés ou alors je perds un objet auquel je tiens, mais des fois je ruminais pendant une semaine parce que je vais faire comment, etc. Là, fou, je respire et je passe à autre chose, c'est fini. Mais parce qu'il n'y a plus un bout d'ego qui va se servir de ça pour alimenter les choses. Donc l'invitation, c'est d'aller à la cause des causes. Comment? Alors, ce n'est pas l'objet de la soirée de ce soir, sinon je vais arrêter mon témoignage et je ne vais plus parler que du comment. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est es-tu prête à aller à la racine, à aller voir ce que tu es vraiment, à aller à la rencontre de l'être profond, à remettre en question qui tu crois être? L'ego, c'est qui nous croyons être. Et ensuite, l'ego utilise le mécanisme de survie pour se maintenir. C'est ça les mécanismes égotiques. Mais j'en ai pas encore beaucoup parlé parce que, effectivement, sinon je fais une conférence plutôt qu'un témoignage. Mais comprendre la mécanique de la souffrance permet de s'en libérer, en fait. Vraiment. Et ensuite, quoi qu'il se passe, et peu à peu, ça s'installe. Savourer l'instant présent ne demande pas d'effort. La méditation ne demande pas d'effort. Le bonheur ne demande pas d'effort. Donc, il s'agit plus de lâcher, d'abandonner ce qui crée la souffrance en permanence. Notre état naturel, c'est le bonheur. Absolument. Merci, Marc. Par contre, le chemin peut prendre un certain temps. Voilà, moi, ça se compte en années, en fait. Là, aujourd'hui, j'en jouis tous les jours, effectivement. Mais en même temps, je suis passé par
un certain nombre de journées d'enfer, il y a un certain nombre d'années, effectivement, mais j'ai fait face à toutes mes souffrances. Donc c'est pour ça que pour quelqu'un, pour moi, qui dit qu'il veut le bonheur, je lui dis, es-tu prêt à faire face à ta souffrance dans des bonnes conditions, en étant accompagné, en étant soutenu, dans des conditions où tu vas être en sécurité, bien sûr, mais y faire face quand même. C'est ça, sortir de sa zone de confort. C'est pas se remettre dans la souffrance pour ressouffrir à nouveau, c'est y faire face. Par contre, le fait d'y faire face va permettre de traverser ce nuage. Une fois qu'il sera traversé, il n'aura plus aucun pouvoir. Toutes ces pensées qui créent la souffrance, ou plutôt les croyances, ce ne sont pas les pensées qui créent la souffrance, en fait, ce sont les croyances qui sont manifestées par ces pensées qui créent la souffrance, n'ont plus aucun effet. Oui, et ça prend un certain temps d'ailleurs. C'est un peu, on n'a pas appris à apprivoiser notre mental, notre psyché. Et donc, parfois, c'est un peu la foire. Je me rappelle d'une époque où j'avais encore pas mal de voix qui me parlaient sans cesse dans ma tête, sans arrêt, sans que j'en aie le contrôle. Je me rappelle d'une époque où j'avais constamment ces pensées négatives aussi qui étaient là et qui étaient incessantes et très alourdissantes. Et c'est vrai que ça demande à apprivoiser déjà le mental, d'avoir une pratique ou une hygiène de vie. Mais l'hygiène de vie, c'est pas juste l'alimentation, c'est pas juste le corps physique, c'est aussi le corps mental et émotionnel. Et d'entamer une hygiène de vie qui est appropriée pour justement commencer à faire le rangement, le nettoyage, la libération. Oui, et ça se fait un pas à la fois. Oui. Moi, j'ai commencé par la vitalité, par l'alimentation, et déjà, mais je m'apercevais qu'en mangeant bien, je me sentais déjà mieux en fait. Mais il faut savoir qu'en mangeant toutes les nourritures industrielles, les fast-food, eh ben, il y a un état énergétique qui se met, qui est un état qui est propice au stress, ou alors à l'apathie, ou alors à l'insensibilité. Mais se nourrir comme on se nourrit donc aujourd'hui de manière industrielle, c'est pas, mais ça ne favorise pas du tout le bonheur. Ça favorise soit l'insensibilité, soit l'apathie, soit des états négatifs en fait. Donc, juste améliorer son alimentation, ça fait monter un peu un certain de processus de yoga, des exercices de respiration, etc. Ça fait monter encore un autre niveau. Des processus de méditation, ça fait monter un autre niveau. Mais ce qui va résoudre finalement complètement durablement, c'est de faire aussi le travail, ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Pas possible de l'éviter et de se contenter seulement de méthodes mais positives. Les deux sont nécessaires en fait. Absolument. Alors, on a Kat qui nous dit étonnant la notion d'utilité. Elle a posté ça il y a déjà un bon petit moment, donc c'était un peu au début de ton témoignage où on a parlé d'utilité. Et puis elle te pose la question si tu connais Eckhart Tolle. Oui, alors Eckhart Tolle, justement, j'ai commencé à le lire à partir de 2004, quand je commençais à me mettre à la méditation. Jusqu'à 2003, j'ai juste fait les méditations que je faisais avec Dominique Lussan, mais ce qu'on appelle les méditations de pleine conscience dont fait partie Eckhart Tolle, j'ai commencé à découvrir le pouvoir du moment présent en 2004. Et donc, c'est ça que j'ai commencé à utiliser avec les processus chamaniques. Mettre de la pleine conscience avec les processus chamaniques, ça crée quelque chose mais d'absolument immense. Donc, ce ne sont pas que les processus chamaniques classiques, c'est le fait de combiner la méditation, la pleine conscience avec les processus chamaniques qui a fait que Eckhart Tolle est arrivé pile au bon moment. Donc après, j'ai lu tous ses livres, j'ai pratiqué de plus en plus et ça a été le début de ma période de méditation où j'ai été aussi faire des vipassanas, j'ai été dans des rencontres bouddhistes pour pouvoir faire beaucoup de méditation. C'est ça qui m'a permis justement de pouvoir simplement rester ouvert dans la présence et peu à peu entrer dans une méditation sans effort en fait. D'accord. Merci. Et ça a été nécessaire aussi, parce que, et alors ça je voudrais le dire pour les gens qui cherchent dès ce soir à avoir des clés, mais la manière d'accueillir les contenus, les mémoires justement égotiques et alors l'ignorance, c'est justement la pleine conscience. Ce qui permet d'accueillir tout ça avec les bonnes ressources, c'est la pleine conscience. Mais la pleine conscience, c'est juste la conscience. Hein. C'est le terme un peu commercial. La pleine conscience, c'est juste la conscience, en fait. Hein. Donc, non identifié à l'ego. Mais quand ces contenus remontent et que là, vous êtes conscient que vous êtes la conscience, ben, ils vous traversent et ils se dissolvent tout simplement, en fait. Donc, en fait, pour pouvoir
à vous faire face, donc, mais à toutes mes peines, à toutes mes noirceurs, mes obscurités, mes peurs, mes auto-sabotages, mes blessures, etc. Mais je me suis dit, j'ai besoin de développer des ressources qui vont me permettre d'accueillir, de m'ouvrir et d'embrasser tout ça pour que ça puisse se dissoudre et retourner d'où ça vient. En fait, voilà, ça vient de nulle part et ça repart nulle part, tout simplement. Et ça, c'est l'accueil en conscience, c'est la clé. Tu vois, j'animais une séance il y a quelques jours et donc il y a une personne qui vient pour un problème personnel, donc je lui expose les bases de ça. Donc on va aller accueillir son problème personnel, en 10 minutes, c'était terminé en fait. Quand les bases sont solides, que les compréhensions sont justes, les processus de thérapie, ils vont vite. Il n'y a pas besoin d'années et d'années avec les approches justes, même des choses qui semblent incrustées, mais quand c'est accueilli à partir de la conscience, et alors c'est ça la révolution de la thérapie, mais maintenant je dis, le développement personnel, mais la thérapie, c'est le début de l'éveil de la conscience, mais pourquoi ne pas prendre la version haut de gamme, c'est-à-dire de faire les processus de thérapie, les processus de coaching, le développement personnel à partir de la compréhension que vous êtes la conscience. Et j'entends trop encore aujourd'hui soit des approches qui soutiennent un truc matérialiste, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux neurosciences et ils parlent du cerveau et du cerveau et du cerveau, mais je trouve beaucoup plus... c'est un bien meilleur investissement pour moi d'investir dans l'étude de la conscience que dans l'étude du cerveau, parce que c'est encore une approche qui soutient un certain matérialisme, que ce serait le cerveau qui serait important alors que c'est la conscience, ou encore entendre dans le New Age, mais des trucs comme tout est énergie. Non, tout n'est pas énergie, tout est conscience. C'est une compréhension qui est beaucoup plus juste et beaucoup plus profonde. Et l'énergie est la manifestation de la conscience. Remettons les choses dans l'ordre. Mais rendons à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire la conscience en fait. Et alors quand la conscience est mise en premier, en priorité, les processus de thérapie, de coaching et tout le reste, ça fonctionne à un autre niveau en fait. Oui, c'est l'intention qui prime et qui crée le cadre. L'intention et la compréhension en fait. Que tout part de la conscience, que tout revient à la conscience, que tout est conscience en fait. Mais quand il y a ça dans les processus, d'un seul coup les processus fonctionnent beaucoup mieux parce que il n'y a pas la supposition que je suis une personne qui essaie de se guérir d'un problème qu'elle aurait quand même, tu vois. Donc quelque part je suis dans une forme de matérialisme et donc ça permet à l'ego de subsister. Donc certes il s'allège un tout petit peu, mais les problèmes vont revenir un petit peu plus tard. Maintenant, moi, dès le départ, dès le début, dans mes stages, dans mes séances, je pose le cadre et après, c'est l'autoroute. Mais la piste de décollage, elle est dégagée. Donc, ça peut aller très, très vite parce que la compréhension correcte est mise dès le début. D'accord. Alors, on a Kat qui vient donc de poser cette question par rapport à Eckhart Tolle qui rebondit et qui nous dit Eckhart Tolle parle de l'immédiateté, pas de palier. Aussi, il ne dit pas qu'il faut faire face aux noirceurs, il dit de les garder et de les laisser passer. Voilà une petite comparaison par rapport donc aux enseignements qu'elle a pu retirer d'Eckhart Tolle. Oui, chacun le dit à sa manière. Hein. Pour moi, les garder ou plutôt les regarder, les laisser passer, c'est ce que j'appelle y faire face. Il ne s'agit pas de les chasser, il ne s'agit pas de lutter contre, ni de les fuir, ni de s'y complaire. C'est ça que j'appelle y faire face en conscience. Hein. Ce sont juste des termes différents. Chaque enseignant en parle à sa manière. Et il est possible, Kat, que la manière d'Eckhart Tolle te parle, et puis dans ce cas, suit justement ton intuition, suit les enseignants qui ont une manière d'exprimer ça, qui résonne en toi. C'est ça qui est important. Hein. Oui, absolument. Voilà. Là, ce soir, je ne prends pas tout le temps pour expliquer tout, je donne quelques définitions, mais voilà. Maintenant, cette histoire de palier, elle me semble tout à fait intéressante. Mais c'est vrai qu'au niveau de la conscience, tout est immédiat, tout est dans l'instant. En même temps, donc au niveau du processus humain, il y a une évolution, il y a des paliers. Et j'ai heureusement eu aussi la chance de rencontrer dans mon parcours pas seulement Eckhart Tolle, mais aussi des enseignants comme Ken Wilber, Andrew Cohen. Donc par exemple, Andrew Cohen, lui, il parle d'un éveil évolutif. Et effectivement, même pour ceux qui sont partisans des approches directes, immédiates, dans le temps, il y a réellement une évolution qui se fait parce qu'au niveau du corps mental, ça s'imprime
progressivement en fait. Donc c'est pas au niveau de la conscience, mais c'est au niveau de la manifestation qu'il y a une progressivité et une évolution. Et ça, c'est bien à prendre en compte que sur le plan du relatif, c'est là que se situe cette évolution de la conscience en fait. Donc oui, l'instant présent, et en même temps, c'est l'instant présent qui est en train de créer ce futur à partir d'une intentionnalité en fait qui est connectée à sa source. Voilà, je peux l'exprimer comme ça. Il n'y a pas de contradiction, c'est juste une manière de le regarder, soit dans l'axe présent, soit dans un axe temporel autre en fait. D'accord. On a Tina ici qui dit: ce que je comprends d'après les propos de Marc, c'est que ce cheminement spirituel est un travail sur du long terme. Donc, peut-on espérer se libérer de ces souffrances primaires, entre guillemets, difficultés à avancer dans la vie, ne pas trouver sa place en une minute de temps? Pourquoi pas, un miracle est toujours possible, hein. Chacun a son chemin unique. Il existe des cas racontés dans la littérature d'éveil instantané. Maintenant, je dirais, en même temps, de ne pas trop y compter, parce que ça peut créer une attente, en fait, toutes ces histoires-là. Ça va à l'ivitesse où ça va. C'est un petit peu comme la plante qui pousse, en fait. Ça ne sert à rien de tirer dessus. Ça ne va pas pousser plus vite. Ce qui compte, c'est de lui donner des bonnes conditions, de l'arroser, qu'elle ait suffisamment de soleil et pas trop, en fait. Et c'est là où ça va aller au meilleur rythme, en fait. Donc oui, ça prend un certain temps. Et en même temps, n'importe qui là qui écoute cette conférence va aller vers plus de bonheur, vers plus de joie, pas forcément à long terme, même à moyen terme. Ça donne toujours des fruits d'investir en soi, d'investir dans la connaissance de soi. Le meilleur investissement, c'est en vous. Et c'est dans la connaissance, mais dans la connaissance réelle, dans la connaissance expérientielle, pas dans la connaissance livreste. Aller à la chasse aux informations, mais c'est un petit peu comme lire une carte pour aller dans un pays, mais à un moment, il va falloir aller explorer, il va falloir marcher. Donc, ça passe avant tout par l'expérience. Et moi, je suis aussi tombé sans ce piège. J'ai quasiment fait toutes les erreurs possibles. C'est un moment, je lisais tous les livres, je regardais sur Internet toutes les choses et j'expérimentais passer, et je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus en expérimentant des informations, je les ai déjà, mais j'ai déjà tout lu l'essentiel, je sais à peu près tout ce qu'il faut savoir de plus important, mais c'est beaucoup plus en allant appliquer, expérimenter que cette connaissance va s'intégrer réellement et que cet éveil ça va se stabiliser réellement. Oui, absolument. On a cette chance de vivre dans une époque où justement l'expérience prime. Et je pense que la seule connaissance, d'ailleurs, vient à travers notre expérience. La seule qui est durable, et encore durable, pas vraiment, mais en tout cas, celle qui s'intègre dans le moment, c'est celle qu'on peut faire à travers l'expérience. Et puis, j'aimerais bien rappeler aussi quelque chose qui est très important, c'est que le rêve, si le but c'est l'éveil, je dirais que le but c'est le chemin, c'est pas être au but. Et je pense que l'éveil c'est quelque chose qu'on expérimente au quotidien. Et donc rappelez-vous que vous êtes les magiciens du monde et que vous pouvez changer la situation à chaque seconde et que vous pouvez créer ne fût-ce qu'une petite magie, un petit sourire, un petit plaisir, un petit bonheur et faire en sorte que votre chemin soit le chemin du bonheur, même si votre but c'est l'éveil, même si le but c'est de vous accomplir au plus haut degré. Mais n'oubliez pas que le but c'est pas d'arriver au sommet de la montagne, le réel but c'est de marcher jusqu'au sommet en harmonie, en bonheur et avec amour. Je pense que Marc, tu partages cette idée puisqu'on a déjà pu en parler dans le passé. Et je voulais juste vraiment rappeler cette notion qui est très importante à mes yeux. Oui, le but, c'est bien le bonheur, mais quelque part, cette intuition que j'avais, c'est le but de la vie, c'est le bonheur. Donc, à la limite, on peut même oublier ce terme éveil. Juste, mais se dire le but, c'est le bonheur. De toute façon, le bonheur mène à l'éveil, parce que le seul bonheur durable, il est trouvé
par l'éveil en fait. Donc quelque part, si ce terme d'éveil ne vous parle pas, juste de mettre le bonheur, donc ensuite de savoir que le bonheur il se trouve en soi, par la reconnaissance de ce que nous sommes vraiment, c'est juste ça les compréhensions indispensables au début à avoir en fait. Donc c'est pour ça que le chercher dans la forme, dans les moyens matériels, mais dans l'avoir, ça va donner du confort, ça va donner des satisfactions temporaires, mais ça ne va pas donner le bonheur en fait. Donc c'est juste pour pouvoir replacer. Et que par rapport aussi à ce petit piège de temps en fait, parce que tout le monde voudrait avoir des résultats immédiats, peut-être le prix à payer, c'est qu'effectivement ce chemin, il donne toujours des bons résultats à moyen et à long terme. Par contre, des fois, ça demande d'accepter qu'à court terme, il peut y avoir une phase, effectivement, inconfort, ou au contraire, ça fasse même des fois, pour certains ou pour certaines, ça ne donne pas toujours des résultats pour certains à court terme. Maintenant, moi, j'ai à cœur d'encourager au maximum, donc c'est pour ça que je présente au plus vite en fait les bases qui permettent malgré tout quand même d'obtenir les meilleurs résultats, mais dans les plus courts termes possibles. Mais c'est pour ça que le 18, on verra, mais les bases qui permettent de faire face a priori à n'importe quel état et de le transmuter de la manière la plus aisée possible. C'est sûr que certaines personnes qui ont des grosses souffrances, des énormes traumas, je l'ai dit dans un de mes articles sur mon site, elles ont besoin de se faire accompagner. Pourquoi? Parce que même si les outils sont simples, au moment où elles vont se connecter à ce trauma, elles vont être coupées des ressources dont elles ont besoin pour accueillir ça. Donc, c'est là où l'accompagnement et où le soutien, où on soutient tous les uns les autres, sont nécessaires. Et donc, ce qui va vous rendre votre chemin, même à court terme, facile, c'est de vous entourer des bonnes personnes. Ça, c'est la stratégie la plus efficace que je connaisse. Moi, j'ai utilisé des groupes, j'ai utilisé des coachs, des enseignants, j'ai utilisé des stages généreusement, je dirais. Donc, j'ai investi en ce que je suis en investissant dans des stages, dans des coachings, dans des groupes, et ça m'a rendu mon chemin 10 fois plus facile, en fait. Il n'est pas possible, enfin, si c'est possible, mais c'est extrêmement plus difficile de juste en regardant des vidéos, en lisant des livres, de faire ce chemin-là. C'est une manière de se compliquer la vie. C'est comme si on voulait apprendre une langue étrangère juste en lisant donc un livre pour apprendre le chinois. Vous lisez un livre qui vous explique, vous parlez le français, vous voulez apprendre le chinois juste en lisant un livre pour le chinois, mais c'est extraordinairement difficile. Si par contre vous rencontrez les Chinois, si vous avez des conversations, si vous allez dans le pays, si vous y allez en immersion, mais c'est 100 fois plus facile. Oui, absolument. C'est ça la méthode qui permet qu'au départ, c'est pas facile. Alors dans ce cas, effectivement, se créer un environnement porteur, c'est ça qui va rendre les choses difficiles. Et alors comme je vois qu'il y a des questions, mais au début c'est pas facile, peut-être aussi il y a les stratégies, il y a les compréhensions, mais aussi ce pouvoir de l'environnement et d'avoir des coachs, des accompagnateurs, des amis, mais des compagnons de chemin, en fait, qui vont rendre d'un seul coup les choses beaucoup plus faciles, en fait. Je ne l'ai moi-même pas assez utilisé, mais parce qu'avec mon côté solitaire, je me suis retrouvé des tas de seuls. Et ce que je peux dire avec le recul, c'est facilitez-vous la vie. Moi, il y a eu des tas de fois où j'étais dans ma noirceur, dans ma misère, et j'étais tout seul. Et là, j'aurais pris un peu plus de temps pour développer ses amis, mais ses compagnons de route. Et à une certaine époque, j'avais quasiment personne. Ça aurait été tellement plus facile. Je me suis juste créé des traumas parce qu'à certains moments, j'ai réveillé justement des mémoires et que, mais à ce moment-là, je n'étais pas accompagné. Donc voilà, avec le recul, mais maintenant je dis à tous ceux que je rencontre, c'est tellement plus facile quand vous avancez ensemble. Et puis parfois aussi, ça peut être notre ego aussi qui nous empêche d'aller voir les autres. J'ai moi-même vécu ça et puis j'ai rencontré d'autres gens qui croient qu'ils doivent trouver la solution par eux-mêmes, tout seuls. Et donc ça, c'est aussi parfois notre ego qui nous empêche justement de lâcher prise et puis de se permettre de découvrir autre chose d'une autre manière. C'est le mythe du héros qui se fait tout seul, mais ça, c'est pas du tout la réalité. Vu que nous sommes tous un, du tout coup, ça donne une réalité. Nous sommes interdépendants. Nous avons réellement besoin des uns des autres de notre soutien, en fait. Là, tout ce que j'ai pu réaliser, c'est justement, c'est par les livres, par les vidéos, par les stages, par les bons amis, par les coachs, par les thérapeutes, par les accompagnateurs que j'ai rencontrés. C'est même aussi grâce
à ceux qui m'ont mis des bâtons dans les roues parce que ça m'a permis aussi de clarifier ce que je voulais, ce que je ne pouvais pas. Ça m'a fait d'heureux miroirs pour voir comment je pouvais mettre cette difficulté. Mais donc, des fois, même des personnes qui me posaient problème révélaient en moi certaines couches, en fait. J'animais justement avec Anna Sandrea donc un stage sur les miroirs et un des messages, c'est utiliser tous les miroirs et en particulier donc les miroirs que vous donnent les autres pour aller voir en vous parce que ça permet d'aller même dans les zones qui sont aveugles en fait. C'est très, 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 très pratique. Mais là, il n'y a même pas besoin de plantes chamaniques et autres, en fait. Hein. Mais les autres, ils nous renvoient exactement ce dont on a besoin. Mais le chemin des plantes, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Par contre, d'utiliser les miroirs des autres, ça, c'est quelque chose qui est très, très accessible et très, très utile. Donc, en allant voir ce que renvoie comme information, mais les personnes aussi qui sont difficiles, ça peut être très, très, très précieux, en fait. Et pour ça, il faut pouvoir sortir du jugement, parce que c'est souvent notre jugement qui nous empêche d'avoir le vrai message, quoi, d'avoir l'apprentissage de ce que ces miroirs, justement, les personnes qui nous entourent, les faits, de tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Exactement. Bah, écoute Marc, on arrive tout doucement vers la fin de cette émission. Merci du fond du cœur de ton témoignage. Moi, je vais un peu rappeler ces clés que j'ai pu découvrir là grâce à ton témoignage d'aujourd'hui. Je comprends que ben voilà, on traverse tous des difficultés qui sont plus ou moins grandes, que toi, ton cheminement, en tout cas, a été celui qui s'est mis en recherche et qui a commencé par amener plus d'énergie. Et c'est vrai que c'est pas bête du tout parce qu'on le voit bien que quand on n'a pas beaucoup d'énergie, on est beaucoup plus vite à fleur de peau, on est plus vite négatif aussi. On a du mal à voir les solutions, on voit plutôt tout ce qui ne va pas quand on n'a pas d'énergie. Et donc, le fait d'avoir pu commencer ton cheminement par la santé physique, l'alimentation et autres, t'a permis justement d'avoir plus d'énergie. Je rappelle que pour toi, dans ta vision de cette pyramide, c'est un peu à la base de la pyramide, c'est la santé physique. Et puis, après cette santé physique, tu t'es, toi, lancé dans une santé émotionnelle qui n'a pas été facile pour toi au début. C'était un peu la jungle, comme tu nous l'as dit. Et donc, par la suite, tu as été vraiment dans ce qu'on peut appeler l'investigation de la conscience à travers des techniques de méditation, que ce soit par l'Institut Monroe. Je rappelle, c'est un institut qui est vraiment très, très bien et qui crée donc les sons binauraux qui font une synchronisation des hémisphères de notre cerveau. Et donc, toi, tu as pu expérimenter un stage à travers ces sons, notamment, et d'autres, qui t'ont permis d'avoir une première ouverture significative, je vais dire. Hein. Tout à fait. Bien ça. Et donc, par la suite, ton cheminement t'a fait rencontrer ces plantes sacrées qui sont, pour moi, un thérapeute exceptionnel qui n'est pas facile. Il faut quand même le rappeler pour beaucoup de gens qui voudraient s'aventurer là-dedans. Parce qu'il faut, moi, je conseille toujours de faire un travail en amont parce que sinon, on est vraiment très, très rapidement confronté à de grandes blessures. Et il faut pouvoir le gérer, de très bien se renseigner sur cette voie, de bien se faire entourer. Et puis, rappelons-le, d'aller peut-être dans des pays où ça fait partie de la culture, où c'est déjà permis aussi par la loi de pouvoir quelque part suivre ce genre de thérapie. Et puis surtout, oui, de toujours bien se renseigner par rapport à ça et de se préparer, peu importe à quel voyage qu'on veut entreprendre. Et donc, voilà un peu le résumé de ce que j'ai pu décortiquer. Et puis merci Marc d'avoir partagé aussi cette notion que le chemin, c'est un chemin de conscience, mais aussi de bonheur, comme tu le dis. Aujourd'hui, on a des techniques qui sont directes, ces techniques que tu appelles des techniques leviers. Et tu vas notamment partager, je sais, à travers ce web atelier, donc je le rappelle, qui aura lieu, je pense, donc le 18 que j'avais dit, c'est bien ça, le 18 janvier, et qui est intitulé « Apprendre à être pleinement soi », où Marc va donc pouvoir partager
ces leviers, ou certains leviers en tout cas, pour que vous puissiez de suite expérimenter, passer à la pratique, puisque tu nous l'as très bien expliqué. Ce qui est important, bien au-delà des notions intellectuelles, c'est de pratiquer, c'est d'expérimenter, c'est que chacun d'entre vous, vous puissiez goûter à ce qu'il y a de mieux pour vous ici et aujourd'hui et à vous familiariser avec vos intuitions. Et ça aussi, j'ai bien aimé dans ton partage de ce fait que tu as suivi ton intuition, quoi. Que tu t'es permis d'expérimenter à travers quelque part la résonance, vers ce que tu te sentais attiré. Et quelque part aussi, ce qui est génial dans ton témoignage, c'est que tu dis, et je partage absolument tout ça avec toi, c'est que à partir du moment où on a une intention claire, l'intention de vouloir se rapprocher de soi, du bonheur, etc., peu importe les termes qu'on va appliquer, mais à partir du moment où on a ces intentions qui sont claires de vouloir, on va dire, s'éveiller, de s'accomplir, eh ben, un pas après l'autre, quelque part, va nous mener à accomplir notre raison d'être. Et moi aussi, je suis vraiment persuadé de ça. La première étape, c'est de le vouloir, c'est de le décider, et c'est de l'exprimer au plus profond dans l'intériorité de soi-même ou même dans l'extériorité, peu importe. Et là, un pas après l'autre va nous rapprocher au fur et à mesure justement de pouvoir nous réaliser. Je rappelle brièvement le 6 du 1, ici cette semaine, avec mercredi, avec Stéphane Tétard, un autre web atelier, La santé vient en se régalant. Donc venez apprendre comment vous alimenter, mais dans le plaisir, tout en maintenant ou tout en faisant progresser votre santé. Voilà, donc je te passe, Marc, le mot de la fin, et je te remercie du fond du cœur d'avoir pu passer ce moment avec toi et de ton témoignage. Merci. Merci Michael. Ben, écoute, j'ai eu beaucoup de joie à partager, à témoigner. Sur mon site, j'ai mis en fin de compte très peu de témoignages sur mon parcours. Je partage surtout du contenu et je vois aussi que ça peut être utile pour montrer qu'en fait, qu'à chacun, c'est possible d'avoir une vie à se réaliser, à être heureux. Mais mon intention, justement, moi, c'est que même là, même avant le 18, déjà, que vous ayez eu certaines compréhensions, par exemple, mais l'importance de suivre cet appel intérieur et d'y répondre. Ça, c'est une clé concrète et pratique, mais déjà pour certains, certaines, en fait. Et puis pour ceux pour lesquels c'est pas concret, ils savent malgré tout que c'est dans cette direction-là. Il y a tous les chemins sont différents et en même temps, il y a des points, mais que je retrouve dans chaque parcours, en fait. Mais moi, j'ai envie de vous dire, mais justement, allez écouter les autres témoignages et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a ce que j'appelle, moi, mais un petit peu ces fameux principes universels, des choses qui reviennent tout le temps, en fait, dans tous les témoignages. Et en fait, ça, ce sont des bonnes bases pour commencer ou poursuivre votre chemin d'éveil. Merci Marc. Merci à tous les spectateurs. Merci de partager les vidéos, les conférences, les témoignages. Merci pour vos participations aussi. Donc, je rappelle que tous les web ateliers sont en participation libre. Donc, vous donnez ce que vous voulez ou ce que vous pouvez donner. C'est grâce à vos participations justement qu'on peut continuer à diffuser. Et donc, c'est très simple. Vous avez juste en dessous de la vidéo ici un lien pour, si vous voulez participer au web atelier avec Marc le 18. Vous allez être redirigé sur PayPal où vous pourrez donc faire votre donation. Après avoir fait votre donation, vous serez renvoyé sur notre site où il faudra laisser votre nom et votre adresse email pour recevoir les codes de connexion. Voilà. Et de nouveau, cet atelier, bien sûr, sera aussi disponible en rediffusion. L'avantage du live est bien sûr de pouvoir participer, de poser des questions et nous nous efforçons toujours de pouvoir répondre à toutes les questions dans la mesure du possible.
Voilà, Oui, merci à je tous voulais d'avoir ajouter été juste là. une chose, Michael, c'est effectivement profiter, mais le 18, c'est dans 2 semaines, profitez-en pour poser les questions, parce que du coup, durant l'atelier, en fonction de vos questions, je pourrai répondre plus spécifiquement. C'est important pour moi de savoir de quoi vous avez besoin, donc profitez-en pour poser des questions, et le 18, j'y répondrai et j'orienterai l'atelier pour qu'il soit vraiment adapté à ce qui vous correspond le plus. Merci Marc. Merci à tous. Une bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée!